Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Patra, je suis médecin biologiste, responsable du service de biologie de la reproduction SECOS à l'hôpital Cochin à Sciences publiques à Paris et professeure à l'université de Paris. Le diagnostic préimplantatoire correspond au diagnostic biologique qui est effectué à partir de cellules qui sont prélevées sur l'embryon in vitro. Et en pratique, cela correspond à une biopsie de cellules sur un embryon qui a été conçu dans le cadre d'une fécondation in vitro, et ce, à différents stades possibles de son développement, allant par exemple du 3e jour, où l'embryon est normalement à 7 ou 8 cellules, jusqu'au stade dit de blastocyste, qui est obtenu vers le 5e ou 6e jour de développement de l'embryon, et où l'embryon est alors composé de 2 types de cellules, la masse cellulaire interne qui donnera l'embryon proprement dit, et les cellules du trophectoderme qui formeront le placenta. Et ce sont uniquement ces cellules du trophectoderme qui seront prélevées dans le blastocyste à J5 ou J6. À partir de ces cellules, on effectuera un diagnostic biologique qui variera selon ce que l'on cherche à identifier et qui utilise différentes méthodes allant de l'immunofluorescence, l'amplification des gènes ou encore le séquençage du génome. Et en fonction du diagnostic, l'embryon sera conservé ou non. Alors en pratique, il existe 3 types de diagnostic préimplantatoire. Le DPI-M, qui correspond aux maladies monogéniques et à rechercher si l'embryon est porteur d'une maladie génique connue, comme par exemple la mucoviscidose. Deuxième type, le DPI-SR, pour réarrangement structurel. Là encore, il s'agit d'un diagnostic et de rechercher dans l'embryon des réarrangements chromosomiques structurels, comme par exemple des translocations. Enfin, troisième type, le DPI-A, A pour aneuploïdie, qui a pour objectif de déterminer le nombre de chromosomes dans l'embryon. Alors, les deux premiers, DPI-M et DPI-R, sont des diagnostics. Ils s'adressent à des couples qui sont infertiles ou non. Et le but est d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une potentielle gravité qui serait incurable au moment du diagnostic. Et donc, cela veut dire qu'on connaît déjà l'anomalie recherchée avant d'effectuer le diagnostic. Le DPI-A, lui, a une autre finalité. Il s'adresse uniquement, a priori, à des couples infertiles et il a pour objectif de choisir l'embryon qui aura le maximum de chances de conduire à la naissance d'un enfant. Le DPI-M et le DPI-SR, contrairement au DPI-A, sont autorisés en France dans des conditions qui sont définies dans le Code de la santé publique et la dernière loi de bioéthique. Alors, quelles sont ces conditions? Pour avoir recours éventuellement au DPI, cela nécessite un examen au cas par un réseau de médecins biologistes, dans le cadre qui est composé d'une part d'un comité multidisciplinaire de diagnostic prénatal, de l'équipe clinico-biologiste d'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire qui mettra en œuvre la fécondation in vitro, et ensuite des praticiens biologistes qui feront le diagnostic génétique ou cytogénétique. Et comme je vous le disais, ces professionnels vont examiner pour chaque demande, au cas par cas, 3 éléments. Tout d'abord, la pertinence de l'indication du recours au DPI. Deuxièmement, la faisabilité de la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation. Et troisièmement, la possibilité technique du diagnostic génétique. Alors, quels sont les résultats en France d'après le dernier rapport de l'Agence de la biomédecine? On recense en 2018
1229 tentatives de fécondation in vitro qui ont été suivies d'un diagnostic préimplantatoire. Ça correspondait à 314 maladies génétiques avec un taux d'acceptation qui variait de 68% pour le DPI-M à 78% pour le DPI-SR. On dénombre 256 enfants nés à l'issue de cette prise en charge, ce qui correspond à peu près à des taux de grossesse de l'ordre de 20% par ponction ovocitaire ou 28% lorsqu'ils sont exprimés par transfert embryonnaire. On peut également décrire le taux d'embryon indemne qui était meilleur dans le cadre d'une maladie monogénique, de l'ordre de 50%, alors que pour un diagnostic dans le cadre du DPI-SR, il était d'environ 31%. Le DPI-A, lui, a un rationnel scientifique totalement différent. Comme vous le savez, l'humain a un faible pouvoir reproducteur, de l'ordre de 20% de chances de grossesse par cycle. Et pour expliquer cela, eh bien, on sait que c'est lié à un nombre important d'embryons qui sont porteurs d'un nombre anormal de chromosomes. Et ces embryons, on le sait, donc c'est des embryons qu'on qualifie d'aneuploïdes, eh bien, ne s'implantent pas ou lorsqu'ils s'implantent, conduisent à une fausse couche. On connaît également l'origine. Dans la majorité des cas, il s'agit de l'ovocyte qui, durant son développement, eh bien, ce développement s'est accompagné d'un nombre anormal de chromosomes. Ce nombre anormal sera transmis ensuite à l'embryon. Plus rarement, c'est l'embryon lui-même, durant les 3 premières phases de son développement, eh bien, qui se divise de façon impropre. Ces aneuploïdes, eh bien, elles augmentent avec l'âge maternel. Et donc, le but du DPI-A, c'est d'essayer d'identifier des embryons qui, eux, sont euploïdes, c'est-à-dire dont le nombre de chromosomes est normal et dont on sait que les chances d'implantation et de conduction à une naissance vivante eh bien, sont augmentées. Alors, au départ, le DPI-A de première génération consistait à prélever des cellules sur un embryon de 8 cellules, donc au 3e jour. Et le diagnostic biologique était effectué à l'aide de sondes immunofluorescence. Ce DPI-A première génération a rapidement montré son inefficacité. Et il a été suppléé par un DPI-A dit de seconde génération qui associe, quant à lui, un prélèvement de cellules de trophectoderme au stade de blastocyste et une identification d'un nombre anormal de chromosomes par séquençage. Et il a montré une certaine efficacité dans des indications qui sont assez larges, qui vont par exemple d'un âge maternel avancé, d'une infertilité expliquée par un taux de fausse couche très important et dont l'étiologie n'a pas été identifiée, ou au contraire des échecs d'implantation d'embryons pour des couples infertiles et pour lesquels on a pu permettre un nombre de transferts d'embryons importants qui n'ont pas conduit à une grossesse. Donc pour conclure, vous l'avez vu, le DPI revêt des indications et des finalités différentes. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on assiste vraiment à un élargissement à la fois des pratiques et des indications, puisque on observe tout d'abord une combinaison des différents DPI, que ce soit le DPI-M, DPI-SR avec le DPI-A. D'autre part, on essaye aussi de modifier les pratiques en n'ayant pas recours à des cellules prélevées sur l'embryon, mais le plus généralement à partir du milieu de culture dans lequel l'embryon a été cultivé. Et enfin, on voit de plus en plus, notamment émerger aux États-Unis, un screening de maladies polygéniques, ce qui suscite bien évidemment des questions éthiques. Pour conclure, on voit à l'heure actuelle que les techniques évoluent et le champ des possibles, du possible, s'élargit.
Comme vous le voyez, on combine désormais à la fois la recherche d'aneuploïdie à celle de maladies monogéniques ou de réarrangements structurels. On cherche aussi à éviter un prélèvement directement sur l'embryon en réalisant le diagnostic dans du milieu de culture à partir de l'ADN libre de l'embryon. Et enfin, désormais, dans certains États américains, certains centres d'AMP proposent aux couples de rechercher sur l'embryon une prédisposition à des pathologies polyfactorielles, polygéniques, comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Et donc, vous le voyez bien, quel que soit le mode de diagnostic et sa finalité, la question maintenant du périmètre du diagnostic, de ses limites, est vraiment centrale. Et donc, cela suscite plein de questions. Et on voit bien que la mise au point en fait, des techniques précède toujours le débat éthique qu'elles engendrent. Qu'est-ce qu'une maladie d'une potentielle gravité? La liberté de choix des couples ne doit pas-elle aussi s'accompagner d'une amélioration des représentations sociales, d'une politique volontaire liée au handicap ou à la trisomie 21? Et comment dissocier la souffrance présumée de l'enfant attendu et celle du couple? Voilà, je vous remercie.